Lossless Scaling vient de sortir en version 3.1. Alors effectivement ce nom te dit peut-être quelque chose parce que ça fait déjà 2 vidéos qu'on en parle, et c'est un logiciel qui te permet de multiplier par 2, 3, 4 et même plus tes FPS, peu importe le jeu, peu importe ta carte graphique, peu importe l'API graphique et peu importe la limitation de FPS dans le jeu. Donc clairement ce logiciel est très utile que tu aies une 5090 ou une 3060, et toutes les autres cartes graphiques bien évidemment. Donc on va voir toutes les nouveautés en sachant qu'il y a quand même une grosse nouveauté qui est vraiment très cool et on va en parler du coup dans quelques instants. Mais petit disclaimer avant, il faut bien avoir vu ma première vidéo sur Lossless Scaling parce que tout ce qui est paramétrage, configuration, etc. je ne vais pas revenir dessus. Donc tout ce que j'ai déjà dit, j'estime que tu le connais, que tu l'as vu, donc que tu maîtrises en fait 99% du logiciel. Évidemment, tu retrouveras la vidéo dans le petit i juste ici et en description directement. Donc maintenant que le petit disclaimer est fait, on va passer tout de suite sur Lossless Scaling en version 3.1. Donc dans un premier temps, tu t'en doutes, tu vas ouvrir Lossless Scaling. Moi il est en admin mais tu peux l'ouvrir de façon normale, c'est pareil. Et là déjà tu vas voir que l'interface a énormément changé. On est sur un gros bloc où il va y avoir toutes les sections de paramétrage, même la mise à l'échelle qui est au même endroit que la génération d'images. En tout cas dans le même gros bloc. Alors on aime ou on n'aime pas, ça fait quand même un peu plus moderne, ça fait aussi un peu plus fouillis quand on n'a pas vu justement ma première vidéo qui explique un peu mieux les fonctions, pour pas trop s'y perdre, mais c'est les mêmes noms donc finalement on retrouve facilement les petits réglages qu'on avait avant. Donc côté changement, on a quelques petites nouveautés. Déjà en API de capture, on n'en a plus que deux, DXGI et WGC. Alors là de ce côté là sur les deux API qu'on avait déjà, il n'y a pas de réelle nouveauté, il y a juste un changement par rapport au WGC, c'est que pour l'activer, pour le sélectionner et avoir cette possibilité là, il faut forcément être sur du Windows 11 24H2 minimum. Donc si tu n'as pas cette version, alors j'ai pas essayé, mais si tu n'as pas cette version, logiquement tu n'as pas ce choix là. Et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est bien écrit tout en dessous, juste ici, WGC est disponible à partir de Windows 11 version 24H2. Et du coup ça sera forcément du DXGI sur les versions antérieures. Et vu qu'on parle de DXGI justement, petite transition, si tu te mets en API DXGI et que tu désactives le support HDR, dans mon cas l'écran est beaucoup plus sombre que sans Lossless Scaling. Donc évidemment ce n'est pas normal, c'est un problème, c'est un bug, du coup il faut activer le support HDR quand tu l'utilises, même si tu n'as pas le HDR, ça ne change pas les performances, mais ça change juste que tu pourras l'utiliser sans que l'image soit trop sombre. Et du coup on revient sur le WGC, parce qu'il y a un autre petit changement, en tout cas une petite précision, c'est qu'il faut bien le MPO si tu utilises le VRR. VRR, MPO, ça peut être des noms un peu compliqués. MPO on en a parlé dans la vidéo sur NVCleanStall, donc il faut bien que tu le sélectionnes, en tout cas que tu ne le désactives pas dans NVCleanStall, sinon bah ça ne fonctionnera pas correctement. Uniquement si le VR est activé, le VR c'est le Variable Refresh Rate, qui permet tout simplement à ton écran de changer les hertz en fonction des FPS en jeu, et donc réduire drastiquement, voire totalement enlever le déchirement d'image. Alors évidemment il faut que l'écran soit compatible, que dans Windows ça soit activé, et que le MPO ne soit pas désactivé, et d'être en WGC. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments, mais c'est mieux de le préciser. Justement niveau précision, on a également une nouveauté en termes d'échelle du flux de mouvement, donc ça c'était en fait la qualité des images générées. Et bah là en fait on a plus d'informations, et c'est très bien d'ailleurs qu'ils aient fait ça, c'est que quand on reste appuyé, on a juste en dessous un conseil sur la valeur à mettre. Si on est en 1080p, c'est mieux de mettre à 100%. Si par contre on est sur du 1440p, donc de la 2,5K, c'est mieux d'être sur une échelle de résolution à 75%, et si on est en 4K, plutôt 50%. Alors évidemment c'est une recommandation, tu es libre de mettre la valeur que tu veux, en tout cas c'est une indication donnée par le logiciel, donc enfin par les développeurs en tout cas du logiciel. Donc ça, mets ce que tu veux, moi personnellement je suis en 1440p donc je vais mettre du 75%, et là en soi on a fait le tour des changements des options qui existaient déjà, parce que du coup il y a deux nouvelles fonctions que je trouve vraiment intéressantes, surtout une plus que l'autre quand même. Dans capturer, on a mémoire tampon cible qui n'a rien à voir avec la latence max d'image, c'est une autre valeur. Donc la mémoire tampon cible, ça va être en fait le nombre d'images que tu vas mettre en file d'attente. Moins il y a d'images, moins il y a de latence, plus il y a d'images, plus il y a de performance, mais plus il y a de latence. Donc en fait tu as trois options possibles. Tu as 1 comme valeur, qui est la valeur par défaut, tu as également 0 et tu as 2. Ça va être les trois possibilités. Alors 0 c'est vraiment le moins de latence possible. Par contre ça va augmenter la charge de ton GPU, donc tu peux perdre en performance sur tes FPS de base, ça on en parlait dans la première vidéo, et du coup la latence finale risque pas forcément d'être bien en dessous, et surtout la qualité de rendu final risque de pas être très intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça que la valeur de base est à 1, c'est une très bonne valeur, ou alors tu peux mettre 2 si ton GPU a vraiment une charge trop importante, ou que tu as des performances du coup qui sont trop instables, tu peux passer en 2, par contre attention à la latence. Donc ça tu peux faire tes tests pour régler comme tu veux, moi personnellement je vais rester en 1, ça me convient parfaitement. Et donc la vraie grosse nouveauté, même si ça c'est quand même plutôt intéressant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est le mode de génération d'images. Alors de base on était en fixe, donc on pouvait faire du x2, x3, x4 et jusqu'à x20 quand on va au maximum. On peut même faire du x1, ce qui ne sert strictement à rien parce que 60 fps x1 ça fait 60 fps, mais en tout cas on a la possibilité de le faire, pourquoi pas. Donc évidemment on est sur du 2 minimum, donc ça c'est vraiment la fonction de base. Et le deuxième mode du coup c'est adaptatif. Adaptatif c'est que tu ne vas pas choisir si ton multiplicateur est en x2, x3, x4, ton multiplicateur va s'adapter automatiquement en fonction de ta valeur cible, donc des FPS cibles que tu veux atteindre. Par exemple tu as un écran 240 Hz, tu vas mettre
240 ici, et du coup lossless scaling va en fonction de tes FPS que tu as dans ton jeu, donc par exemple 120, 100, 110, 112 même, un chiffre plus compliqué à multiplier, et bien la lossless scaling va faire potentiellement du x2,35 pour atteindre les 240 FPS, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de verrouiller tes FPS, et donc potentiellement tu vas être sur une latence beaucoup plus basse. Alors je m'explique, c'est-à-dire que si ton multiplicateur est en dessous de x2 et au-dessus de x1 bien évidemment, si par exemple le multiplicateur c'est x1,5, x1,7, et bien forcément la latence sera moins élevée que du x2. Il n'y a pas forcément une différence significative, mais quand même ça peut être intéressant. Évidemment le scénario le plus intéressant, ça on va le tester du coup dans quelques instants, c'est si tes FPS en fait sont très variables suivant les scènes. Typiquement sur un jeu solo, bah t'as une grosse scène qui charge, tu descends à 60 FPS d'un coup alors que t'étais à 120, et bah du coup tu vas quand même rester à 240, par contre ça va générer plus d'images, donc augmenter la latence. Donc c'est à dire que sur le papier c'est pas forcément la fonction à remplacer par défaut par la fonction fixe, tout simplement parce que du coup ta latence va beaucoup dépendre de tes FPS et de tes scènes qui sont chargées. Mais ça du coup on va le tester tout de suite sur différents jeux, alors 2 jeux différents, et on va pas le tester sur Mortal Kombat vu que de toute façon c'est limité à 60, ça n'a aucun intérêt. Donc là du coup on est sur Forza Horizon 5 pour tester sur un jeu de voiture où ça va aller très très vite, où il y a des décors un peu de partout très détaillés. En termes de graphisme, donc déjà dans vidéo je suis en 1440p, donc en 2,5K, mes FPS sont en déverrouillé, je n'ai pas de synchronisation verticale, je suis en plein écran, les FPS sont affichés mais normalement ma caméra les cache, il n'y a pas de flou cinétique, il y a du DLSS en qualité mais je vais tout de suite l'enlever et je vais sauvegarder, et à la limite je vais même mettre du DLAA, comme ça va être beaucoup plus gourmand pour vraiment pousser au maximum. Et en termes de graphisme je suis littéralement au maximum, donc en extrême de partout, donc c'est bien personnalisé ici mais c'est bien extrême de partout, c'est vraiment les réglages maximaux. Maximal, on s'en fout. Donc du coup là je suis à 100, 100, 110 FPS à peu près, ça va dépendre surtout si je vais vite et si je sors de la route ou pas. Donc là par exemple je descends même à 90 FPS, donc je suis entre 90 et 100 FPS. Et donc là en termes de ressenti, de latence, etc., il n'y a rien de particulier, évidemment je suis en natif. Donc là du coup on va tester avec lossless scaling qu'on va mettre en adaptatif, et on va pas mettre 360 mais on va peut-être plutôt mettre 240, avec du coup l'échelle de flux de mouvement à 75 vu que je suis en 1440p. Donc là comme tu le vois j'ai bien activé lossless scaling vu que tu vois les FPS de lossless scaling en haut à gauche. Et donc j'ai 70 FPS de base, les FPS normaux entre guillemets, et 240 après lossless scaling. Alors là pour le coup c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Alors c'est beaucoup plus fluide que du 60, 70, 80 FPS, ça c'est sûr. Et c'est aussi beaucoup plus fluide que quand j'étais à 120 FPS tout à l'heure, enfin même plutôt 100 FPS tout à l'heure. Je sens vraiment la différence, j'ai vraiment l'impression, pas forcément d'être au double, en tout cas d'être beaucoup plus fluide. Donc ça c'est vraiment très bien, on voit qu'il tient les 240 en permanence, peu importe mes FPS de base. Alors il y a des petites chutes comme on vient de voir là à 238, mais ça reste quand même plutôt correct, et on reste du coup plutôt proche des 240. Bon là en termes de latence, pour l'instant je vois pas trop de problèmes, j'ai pas de ressenti de latence plus élevé, en sachant que pour un jeu de course c'est pas forcément là où on va le sentir, mais quand même un peu sur les freinages, les accélérations, tourne à droite à gauche, etc. Alors c'est vrai que là pour le coup j'ai pas de problème particulier, en sachant que je pourrais en avoir vu que vraiment le frame génération bah en fait peut très bien passer d'un x4 à un x4,5 à un x2,3 suivant mes FPS, donc la latence va aussi pas mal varier, donc c'est pour ça que j'avais un peu peur du ressenti. Sur ce jeu là c'est très correct, il y a même pas de problème particulier, en sachant que j'ai mis 240 et que je pourrais encore baisser la qualité graphique pour augmenter mes FPS de base. Typiquement si juste je vais dans les options, je vais donc dans les paramètres, et que dans vidéo je désactive le DLAA pour mettre un DLSS en qualité, et là logiquement les FPS vont être un peu plus hauts. C'est vrai que je suis plutôt vers les 80 FPS là où j'étais plutôt vers les 70, bon il n'y a pas une grande différence non plus mais un peu quand même. Et donc là où je vais gagner, même si c'est que 10 FPS à peu près que j'ai gagné, bah du coup c'est que le multiplicateur va être moins haut, donc je vais par exemple passer de x2,3 au lieu de x4, et du coup forcément la latence va être également réduite. Alors pour le coup l'éclairage qui clignote c'est plus le jeu, parce que sans le frame génération j'avais le même problème, enfin, sans lossless scaling du coup, donc on va pas trop faire attention à ça. En tout cas voilà, j'ai pas de problème particulier. Alors, il commence à faire nuit donc pour voir ça va être un peu moins bien, même si je crois que le soleil est déjà en train de se lever. Donc là pour le coup ça marche vraiment très bien, on arrive à atteindre les FPS qu'on veut, on n'a pas besoin de verrouiller les FPS, ce qui fait qu'il y a des moments où on va avoir une latence plus basse, des moments où on va avoir une latence plus haute, pas forcément drastiquement plus haute mais plus haute quand même. Et donc l'avantage, bien que ça soit un détail mais ça reste quand même important, et bah si je voulais atteindre avant les 240 FPS, j'étais obligé de bloquer mon jeu à 60 par exemple et de faire du x4. En tout cas fallait bien calculer, fallait bien s'adapter et limiter les FPS, et si les FPS bah, ils chutaient d'un coup, bah les FPS de lossless scaling ils chutaient aussi d'un coup. Là typiquement je suis plutôt à 100 FPS de base, et donc du coup mes 240 FPS c'est en fait un x2 légèrement au-dessus, et donc en termes de latence j'ai aucun problème. Et pareil en termes d'artefacts, tous les problèmes qu'on avait vus en fait dans la première vidéo, bah forcément ils vont être drastiquement réduits si les FPS de base sont plus hauts. Donc là après évidemment on est sur un jeu de voiture, donc c'est pas là où on va forcément voir la latence, les problèmes, etc. C'est pas là où ça se voit le plus en tout cas. Donc on va passer sur un jeu FPS directement pour voir si vraiment il y a une différence
ou pas. Mais c'est vrai que déjà le gros avantage c'est que si par exemple tu avais un écran 144, 165 Hz, et bah pour atteindre du 144 ou du 165 Hz c'est plus compliqué avec uniquement un multiplicateur en x2, x3, x4. En tout cas ça veut dire que tes FPS de base tu peux pas les mettre à 60. Tu peux pas me faire 60 x 3, ça fera pas 144. Donc ça c'est sûr que c'est une différence qui est quand même plutôt intéressante et ça permet donc potentiellement d'avoir un multiplicateur plus bas. En tout cas d'avoir un multiplicateur qui sera du x1, quelque chose, x2, quelque chose, etc. Donc là du coup on va directement tester sur Cyberpunk qui est un jeu qui mélange le FPS, le troisième personne quand on est sur une moto ou en voiture par exemple. Bref c'est vraiment le jeu parfait pour les benchmarks parce que vraiment il va tout pouvoir bencher et assez rapidement. Donc en termes de réglage c'est très important. Dans vidéo je suis en 1440p et j'ai la latence Nvidia Reflex activée en boost. Je n'ai évidemment pas de limite de FPS, je n'ai pas de synchronisation verticale. Dans utilitaire le mode HDD est désactivé, je suis en priorité des P-Core, donc des cœurs performance de mon processeur. Je n'ai pas de DLSS, pas de génération d'images, pas de ray tracing non plus. Et ensuite, densité de la foule, je suis en full élevé, il y a juste grain de pellicule et profondeur de champ et flou cinétique qui sont désactivés. Sinon tout le reste c'est activé et au maximum. Même la qualité des reflets, on est en psycho. Donc du coup là en FPS natif, du coup je suis à 70 à peu près. Vous l'avez en haut à gauche la valeur cette fois-ci. Donc c'est plutôt fluide même si évidemment j'ai pas non plus beaucoup de FPS mais ça reste plutôt correct. Donc là pour le test je vais plutôt activer juste en plus parce que vu que je record en même temps c'est un peu plus compliqué. Je vais juste activer le DLSS 4 en mode qualité juste pour aider un tout petit peu. Voilà donc là avec le DLSS 4 en mode qualité je suis à 100 FPS à peu près donc j'ai gagné 30 FPS. Ça ne changera pas la qualité graphique pour le coup ça sera exactement la même mais c'est juste vu que j'enregistre en même temps c'est mieux d'avoir un peu plus de FPS pour pas que l'enregistrement plante ou en tout cas pour pas qu'il y ait d'artefacts ou de problèmes dus à OBS et pas dus au problème du jeu ou de lossless scaling. Donc là du coup on va pouvoir activer lossless scaling donc je vais pouvoir faire échappe et ouvrir lossless scaling. En réglage je vais exactement laisser la même chose de l'adaptatif à 240 et toujours à 75% pour l'échelle de flux de mouvement. Du coup je clique sur mise à l'échelle, j'attends que ça se refresh et on est bon. Donc là visiblement j'ai perdu à peu près, en fait j'ai perdu le gain du DLSS qualité sur le jeu, donc j'ai perdu à peu près 30 FPS, 20 FPS. Là pour le coup ça me fait vraiment un effet bizarre quand je bouge la souris, alors ça se verra pas à l'écran, c'est vraiment juste en ressenti. Ça me fait exactement le même ressenti que quand j'avais activé le multiframe génération côté Nvidia du coup, qui est nativement pris en charge par Cyberpunk. Voilà, donc maintenant qu'on a une scène un peu d'action on va dire, on va pouvoir tester un peu tout ça, vu qu'il y aura plus de PNJ qui vont me poursuivre notamment. Et vu qu'on est en voiture ça va aller également un peu plus vite, donc on va pouvoir voir comment le jeu s'en sort et surtout comment lossless scaling s'en sort pour le coup. Alors j'ai toujours 240. Et c'est vrai qu'en ressenti, j'ai pas de différence de ressenti en termes de fluidité. Par contre, j'aurais quand même tendance à dire que je ressens de plus en plus de latence, plus mes FPS de base sont bas. Typiquement, rien qu'entre... Alors, c'est peut-être juste un ressenti, mais entre 60 et 70, j'ai l'impression d'avoir vraiment une grosse différence. Je parle en FPS de base, du coup. Forcément, vu que mes FPS finaux sont toujours à 240. Et c'est vrai que du coup, c'est le problème que j'avais soulevé avant d'avoir testé, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment jamais testé l'adaptatif. C'est qu'effectivement, suivant les FPS que tu as de base, et tu auras plus ou moins de latence, et c'est pas toi qui va contrôler et bloquer la latence. C'est pour ça que le mode fixe est très intéressant. Le mode fixe va vraiment verrouiller entre guillemets la latence et va te dire là c'est forcément du x2 par exemple, donc tu peux passer de 120 à 240 fps en fonction de tes fps de base, mais par contre ta latence sera toujours proportionnelle et ça c'est vraiment un gros plus. Après évidemment on a toujours les problèmes de lossless scaling, là ça se voit très bien en bas à gauche. Si vous regardez au niveau du kilomètre-heure, donc là je suis à 100 miles par heure à peu près, et bien la jauge bleue elle va totalement partir en cacahuète dès qu'on va être un peu dans de l'ombre en fait tout simplement. Remarque même sur la route éclairée en fait c'est pareil, donc ça c'est dû à la génération d'images et donc forcément ça va être pire plus il faut générer d'images. Donc là on voit que ça marche vraiment très bien, j'ai toujours 240 fps à la fin, alors évidemment que le ressenti n'est pas exactement comme du vrai 240 entre guillemets, mais ça permet d'avoir quand même un jeu plus fluide, même si là dans le cas de figure de Cyberpunk en ayant 100 fps à peu près de base sans lossless scaling, j'aurais plutôt tendance à mettre du fixe en x2 pour avoir moins de problèmes déjà de génération d'images et de latence. Après plus précisément dans le cas de Cyberpunk, vu que ma carte graphique est compatible avec le multiframe génération de base de Nvidia, je mettrai évidemment le multiframe génération de base de Nvidia qui est beaucoup plus performant. Et ça évidemment on en parlera dans la vidéo dédiée qui arrivera du coup la semaine prochaine, elle devait arriver cette semaine mais ça sera plutôt la semaine prochaine, vu qu'il y a eu la mise à jour 3.1 de lossless scaling, et du coup on comparera lossless scaling à Nvidia directement, donc le multiframe génération de Nvidia. Alors il y a aussi la possibilité de faire quelque chose que je trouve vraiment très drôle et vraiment très inutile pour le coup, c'est que quand on est dans lossless scaling, par exemple, là je vais mettre en adaptatif à 60, donc je vais avoir, 60 fps à la fin. Et bien si je relance et que je clique sur Cyberpunk, vous allez voir tout de suite en haut à gauche, et bien en fait il ne va pas générer plus d'images que j'en ai, mais il va enlever des images. Alors comment ça fonctionne, j'en sais strictement rien. En tout cas il va enlever des images, et c'est vrai que en ressenti, là je suis en 60. Là en ressenti je suis en 60 alors qu'en réalité je suis à 90. Donc c'est à dire que je vais faire l'inverse de la génération d'images, je vais faire de la dégénération d'images. Alors je ne vois absolument pas l'intérêt, si vous voyez l'intérêt dites-le moi. Peut-être à la limite si vous regardez un film typiquement Avatar 2, il y en a qui n'ont pas trop aimé le côté 48 fps, et à la limite vous pourrez du coup le bloquer à 24. Bon, pas vraiment l'intérêt mais voilà, ça peut être un cas de figure, mais honnêtement en cherchant un peu je vois que ça. Donc c'est vrai que pour le coup le mode adaptatif est très intéressant quand on veut atteindre des FPS et que c'est compliqué de les atteindre ou qu'on veut débloquer les FPS tout simplement dans le jeu. Ça permet
en fait d'avoir dans des cas de figure beaucoup moins de latence que dans d'autres plus de latence forcément malheureusement. Donc ça va vraiment dépendre des FPS que vous avez de base, ça va vraiment dépendre des jeux aussi. En tout cas c'est une très bonne fonction qu'on a, donc on a la possibilité de l'activer ou pas. Et ça c'est une des grosses différences dont on en parlera évidemment dans la vidéo dédiée, mais comparé à Nvidia, il n'y a pas du tout cette possibilité là. C'est vrai que c'est du x2, x3, x4 et c'est tout. Il n'y a pas d'adaptatif, il n'y a pas de x6 non plus potentiellement. Il y a plein d'autres différences évidemment, mais pour le côté en tout cas adaptatif, c'est vrai que c'est une grosse différence. Donc voilà, on a fait le tour de Lossless Scaling en version 3.1. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés en termes de quantité, mais par contre il y a des très bonnes nouveautés. Le mode adaptatif, je trouve honnêtement que c'est une très bonne fonction, même si personnellement je vais plutôt utiliser le mode fixe, vu que ma carte graphique me permet tout simplement d'aller sur des FPS plutôt proches de 120 dans tous les jeux, même en ultra. Donc si je veux passer en 240, je mets un fixe en x2 et ça me va parfaitement. Après évidemment ça dépend des cas de figure, des préférences, des jeux, des cartes graphiques, des composants du coup. Donc ça dépend de beaucoup d'éléments. En tout cas c'est cool d'avoir cette possibilité là. C'est cool que ça arrive aussi vite également, parce que c'est vrai que c'était en bêta depuis pas longtemps et c'est arrivé en version stable très rapidement. Donc franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne nouveauté. N'hésite pas à me dire évidemment ce que tu en penses en commentaire du logiciel de manière générale, même si du coup logiquement tu as vu ma vidéo d'avant, mais du coup plus précisément de cette nouvelle fonction, de ces nouvelles mises à jour, et donc de l'adaptative, le mode adaptatif qui va permettre d'aller sur des multiplications de FPS à des virgules plutôt, et surtout qui va te permettre dans certains cas de réduire ta latence, dans d'autres malheureusement de l'augmenter, mais au moins ça permet d'avoir toujours le même nombre de FPS à la fin après Lossless Scaling, même si tu as moins de FPS dans le jeu. Et ça c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Et pourquoi je dis que c'est plutôt cool? Parce qu'on a vraiment une sensation un peu de fluidité continue. En fait même si on a des chutes de FPS, ça va vraiment les atténuer dans le ressenti. Donc je te mets tout ce que tu as besoin en commentaire, que ce soit le logiciel, les vidéos, etc. Vraiment toutes les informations utiles. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager, ça soutient énormément la chaîne et la vidéo également, au niveau du référencement notamment. Et moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout qu'il y a des choses très cool qui vont arriver dans très peu de temps, en termes de contenu et de format également. Bref, on verra ça d'ici quelques jours et c'est peut-être même déjà sorti quand cette vidéo sortira. En tout cas je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.